donc très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très contente d'être ici. Aujourd'hui, du coup, je vais vous parler principalement des ondes gravitationnelles. Avant de commencer, je vais juste me présenter. Actuellement, je travaille à l'Observatoire de Meudon. Donc, vous voyez en bas, c'est l'Observatoire de Paris, mais à Meudon, qui est en bas à droite. À l'origine, je viens de Lozère, donc ça ressemble plus à ce qui est en haut à droite. C'est très joli, je vous encourage à y aller. C'est très bien pour regarder les étoiles, il n'y a pas beaucoup de pollution lumineuse. Et entre-temps, j'ai fait des escales un peu au Portugal et un peu au Canada aussi, principalement. Donc voilà, juste pour la présentation. Alors maintenant, je passe aux ondes gravitationnelles. Donc les ondes gravitationnelles, je vais vous expliquer ce que c'est. Mais avant ça, je vais revenir sur les observations qu'on voyait jusqu'à présent, et globalement jusqu'à il y a 10 ans, qui étaient des observations avec la lumière, donc dans le spectre électromagnétique. Donc au début, on n'a vu que dans le visible, puis après, on a réussi à construire des instruments de plus en plus puissants pour voir d'autres longueurs d'onde, de l'onde électromagnétique et l'onde de la lumière, en gros. Donc à la fois dans l'ultraviolet, rayons X, gamma, et de l'autre côté, infrarouge, micro-ondes, ondes radio. Au fil des années, notamment dans le dernier siècle, on a réussi également à avoir des observations de neutrinos, qui sont les particules quasiment très peu massives, qui sont émises par exemple lors d'explosions de supernovas et qui traversent la Terre, qui ne sont quasiment pas arrêtées, qu'on arrive à détecter maintenant sur Terre. Et on observe aussi des rayons cosmiques quand ils arrivent dans l'atmosphère et qu'ils font une cascade de particules. Et donc notamment ces neutrinos et rayons cosmiques, ça nous permet de tester, de voir des événements ultra-énergétiques dans l'univers, qui peuvent être couplés par exemple aussi aux observations en rayons gamma. Donc ça c'est aussi assez nouveau. Mais depuis 10 ans, on observe aussi, on a un nouveau spectre qui est quelque chose complètement différent du spectre électromagnétique, mais qu'on peut faire la même chose. Donc on a des ondes gravitationnelles. Donc les ondes gravitationnelles, c'est des ondes, donc c'est des fluctuations aussi, sauf qu'elles ont une origine totalement différente. Et on peut aussi s'amuser à faire la même chose, selon leur fréquence, donc comment elles oscillent. Donc là, c'est ce que vous voyez, les différentes sources, elles vont avoir des fréquences, des caractéristiques différentes, donc c'est les gros rectangles de couleur. Donc les principales observations qu'on a, c'est celles qui sont à droite, qui sont des systèmes binaires d'objets compacts. Et il peut y avoir dans cette même gamme de fréquences des pulsars, des supernovas, mais après, quand on aura des nouveaux détecteurs, on peut avoir d'autres sources comme des trous noirs supermassifs dans des systèmes binaires, ou aussi un fond stochastique, un fond diffus de ondes gravitationnelles. Donc tout ça, on essaie de les détecter. Donc actuellement, nos détecteurs, ils s'appellent LIGO, Virgo, Cagra, ils sont à droite. Donc les détecteurs, c'est en gros les courbes noires là, qui montrent à peu près ce qu'ils arrivent à détecter. Les détecteurs actuels, donc il n'y a que LIGO, Virgo, Cagra qui fonctionnent actuellement, donc ils détectent juste ces sources-là, mais dans le futur on aura des nouveaux détecteurs, notamment un détecteur spatial qui s'appelle LISA et qui détectera au milieu, dans la bande du milieu. Donc ça sera vraiment très intéressant. Mais j'y reviendrai plus tard. Donc voilà, mais pour pouvoir vous parler des ondes gravitationnelles, il y a une personne qu'on ne peut pas éviter. C'est celle-là ici, qui est assez sage sur cette photo. Donc c'est Albert Einstein, et donc c'est parce qu'il faut que les ondes gravitationnelles, ça n'existe pas dans la physique comme Newton l'avait prédit, mais c'est une prédiction de la relativité générale, donc la théorie de la gravitation qui a été développée par Einstein. Donc avant d'arriver à la relativité générale, il a d'abord fait ce qu'on appelle la relativité restreinte, qui est la théorie qu'il a fait une des théories qu'il a fait en 1905. Qui dit deux choses, et principalement que le temps est relatif, donc il dépend de l'observateur. Et donc on peut traiter ce temps comme une coordonnée, comme les coordonnées d'espace notamment. Et donc ça fait la notion d'espace-temps. Donc on vit dans un espace qui a 4 coordonnées, 3 coordonnées d'espace, une coordonnée de temps en fait. Et donc ça c'était une première
avancé. Mais la deuxième qui a amené à la théorie de la gravitation, donc la relativité générale, et qu'il a remarqué qu'en gros, la gravitation, c'est pas une force, c'est pas une force comme les autres forces qui s'exercent sur tout corps en mouvement, etc. En fait, c'est juste un effet de la courbure de l'espace-temps. Donc, c'est en fait, on vit dans un espace qui est courbe, comme par exemple quand on se déplace à la surface d'une sphère, en fait, comme les avions autour de la Terre, en gros, ils suivent des droites courbes. Et donc, en gros, c'est la même chose. Donc, en fait, tout objet massif, il va courber l'espace. Donc là, c'est l'image que vous avez à gauche, où vous voyez que le Soleil, il courbe un peu plus ou moins la trame d'espace-temps. Et donc, la Terre, les planètes autour de lui, en fait, autour du Soleil, elles suivent cette courbure de l'espace-temps et elles se déplacent, en gros, en suivant cette courbure. Donc elles ne ressentent pas la force de la gravitation, c'est juste naturellement, elles vont, pour faire le chemin le plus court, en fait, ça suit cette courbure. Et donc tout objet qui est autour, donc tout objet massif va courber un peu l'espace-temps, donc en théorie nous aussi, mais de manière infime. Et le mouvement des objets est détruit par cette suit la courbure de l'espace-temps. Il y a un déplacement dans la courbure de l'espace-temps. Et ensuite, donc c'est un effet purement géométrique en fait. Et ensuite, il peut y avoir d'autres forces qui peuvent s'exercer sur les corps en mouvement, mais ça ne sera pas la force de gravitation. Et donc plus un objet est massif, plus il va courber notamment l'espace-temps. Donc par exemple, dans le coin en bas à droite, vous avez ce qu'on appelle un trou noir qui courbe de manière infinie l'espace-temps. Donc cette théorie, elle a été développée en 1915, donc il y a 110 ans. Et juste après, elle a déjà connu ses premiers succès. Donc le premier, c'est en fait qu'elle expliquait parfaitement l'observation de la précession du périhélie de Mercure. Donc si vous savez, Mercure, il suit une ellipse autour du Soleil, mais qui est la prédiction par la physique newtonienne, par exemple. Mais cette ellipse, elle se décale un petit peu parce qu'il y a les autres... parce que les autres corps autour, ils perturbent un peu cette trajectoire, donc elle ne suit pas que la courbure en gros du Soleil, mais aussi des autres objets. Et donc, si on utilise la physique newtonienne développée par Newton, on trouve donc l'ellipse va se décaler petit à petit d'un certain angle, et l'angle prédit par la physique newtonienne est 2 fois plus petite que celle qu'on a observée pendant des siècles. Donc il y a eu plein de propositions pour essayer de comprendre pourquoi ça ne marchait pas, mais dont certaines étaient de rajouter une planète, par exemple, entre une autre planète qui perturberait un peu le mouvement, mais elle n'a jamais été observée. Et en fait, quand Albert Einstein a proposé sa théorie, un des premiers calculs qu'il a fait, c'est de voir quelle était la prédiction pour cette avance du périhélie de Mercure, et ça a expliqué exactement l'angle qui était observé. Donc c'est vraiment le premier succès. Donc là, ça explique quelque chose, mais après, il y a eu les premières prédictions. Donc une des prédictions, c'est si je remets mon petit schéma à gauche, c'est que si vous regardez une étoile, en gros, la lumière qui est émise par l'étoile, elle se propage également dans l'espace-temps courbe, l'espace qui est courbé par le Soleil. Et donc nous, quand on regarde une étoile, en fait, la position apparente, qui est celle qui suit le trait en pointillé, elle sera un peu décalée de la position réelle, parce que la lumière, en fait, elle a suivi la courbure de l'espace-temps. Et donc pour vérifier ça, il y a Eddington qui a proposé de faire une expérience. Donc il a proposé, je ne sais plus, un peu dans les années 1916 ou 17, mais il y avait des problèmes de guerre et de soleil et de météo qui n'étaient pas bonnes. Mais il a retenté en 1919 à 2 endroits, au Brésil et à une des îles de Sao Tomé et Principe, au large de l'Afrique. Et il a profité d'une éclipse du soleil qui, du coup, nous permettait de voir dans la journée des étoiles qu'on ne voyait pas d'habitude la journée, mais qu'on pouvait voir la nuit. Donc on avait une position qui était la position réelle qu'on voyait d'habitude la nuit. Et par contre, la journée, comme il y a le soleil,
la position apparente est censée être un peu différente, puisque la lumière suit la courbure de l'espace dû au Soleil. Et donc, en comparant ces deux positions, on peut voir si effectivement c'est les mêmes ou pas. Et donc, l'anecdote, c'est qu'un journaliste a demandé au moment où il faisait... Donc c'était au moment où Albert Einstein commençait à devenir connu, un journaliste lui a demandé si il pensait que... Qu'est-ce qui se passerait si jamais ça ne marchait pas, en gros, que sa théorie n'était pas bonne, qu'on n'observait pas deux positions différentes. Et il a répondu qu'il serait désolé pour le Lord, donc Eddington, qui avait fait l'observation parce que sa théorie était juste. Donc ça, c'est l'anecdote. Il s'est trouvé que effectivement sa théorie était juste et donc on a observé deux positions différentes. Et donc c'était le premier grand succès parce que c'était quelque chose, c'était vraiment prédit, auquel on ne s'attendait pas avant et qui était prédit par la théorie et qui a été observé. Voilà. Du coup, ça m'amène aux ondes gravitationnelles qui sont une deuxième prédiction de la théorie d'Einstein qu'il a proposée dès 1916, donc vraiment un an après. C'était une solution ondulatoire en gros des équations qui dérivaient de sa théorie. Et donc en pratique, c'est des petites vibrations de la courbure de l'espace-temps. Donc on a notre espace-temps, quand on a des objets en mouvement, en gros ils vont faire fluctuer l'espace-temps. Donc c'est un peu comme quand on jette un caillou dans une mare, à la surface il y a des ondes qui se propagent. Ben là c'est pareil, sauf que c'est des objets massifs et c'est de la gravitation. Donc ça va modifier un peu les distances en fait. Donc elles ont été prédites dès 1916, mais par contre on a mis très très longtemps avant de les observer. Et pendant longtemps, les physiciens, la théorie d'Einstein était assez compliquée, très mathématique, donc déjà difficile à comprendre pour les physiciens. Et après, pendant longtemps, ils ont douté du caractère physique de ces ondes gravitationnelles. Donc c'était une solution, mais ils se demandaient si on allait pouvoir les observer, si elles transportaient bien de l'énergie, etc. Donc ça, c'était dans les années 30, ça a duré longtemps, et c'est que dans les années 50 qu'ils sont convaincus, grâce à certains travaux théoriques, qu'effectivement, ça avait une manière physique et qu'on pourrait peut-être les détecter. Et elles ont été détectées de manière indirecte, donc en observant la lumière émise d'astres, de pulsars, et l'effet des ondes gravitationnelles sur ces observations en 1974, j'y reviendrai, et pour la première fois de manière directe sur Terre, l'effet des ondes gravitationnelles en 2015, donc il y a exactement 10 ans. Quelques caractéristiques, donc elles se propagent à la vitesse de la lumière, voilà, et elles sont émises pour émettre des ondes gravitationnelles, donc tout le monde, en fait il faut qu'un objet qui soit en mouvement accéléré. Le problème c'est pour que ce soit détectable, il faut que, parce qu'à la limite nous aussi on émet des ondes gravitationnelles, mais on n'est pas assez massif. Donc il faut que ce soit un objet qui soit relativiste, donc un mouvement qui soit extrêmement rapide, proche de la vitesse de la lumière, et aussi pour un objet très compact, donc à la fois massif et petit. Donc pas dense, mais vraiment compact. Et donc les meilleurs objets pour ça dans l'univers sont les trous noirs et les étoiles à neutrons. Et notamment un trou noir et une étoile à neutrons ou des étoiles à neutrons qui sont dans des systèmes binaires, donc en orbite l'un autour de l'autre, parce que dans ce cas-là, ils sont dans un mouvement accéléré, et donc ils vont pouvoir émettre des ondes gravitationnelles. Donc ces objets, les trous noirs et les étoiles à neutrons, il y a différentes explications, et en général, c'est deux objets qui sont issus de la fin de vie de certaines étoiles, et des étoiles les plus massives notamment. Donc le Soleil, à la fin de sa vie, il deviendra plutôt une naine brune, parce qu'il n'est pas assez massif, mais des étoiles plus massives, donc elles vont d'abord exploser en supernova, puis se recontracter dans un rayon très petit, avec la même masse globalement, à peu de choses près, pour devenir, pour certaines, des étoiles à neutrons. Donc des étoiles à neutrons, c'est des objets ultra compacts, donc c'est en gros la masse autour de 2 fois la masse du Soleil dans un rayon de 14 km. Donc c'est très compact. Et donc là, notamment, on ne connaît pas très bien quel est l'état de la matière à l'intérieur, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire sur Terre, qu'on n'a jamais vu, donc on se demande, et c'est constitué principalement de neutrons. Et les étoiles encore plus massives, elles vont suivre le même processus, mais elles vont se recontracter encore plus parce qu'il y a plus de masse, dans des rayons encore plus petits en fait, et ça va former des trous noirs. Et les trous noirs, la caractéristique qui nous amène à la définition plus mathématique, qui est en haut, c'est qu'en gros, c'est un objet qui a ce qu'on appelle un horizon,
des événements notamment, qui est un rayon autour du trou noir, au-delà duquel, si on se rapproche trop près, on ne pourra jamais s'échapper. Donc c'est en gros, ça veut dire que si on voulait s'échapper, faut qu'on aille à une vitesse, la vitesse de libération, en gros, plus ou moins, une vitesse qui soit plus grande que celle de la vitesse de la lumière. Donc vraiment, c'est impossible. Et donc même la lumière ne peut pas s'échapper. Donc en gros, on ne reçoit aucune lumière qui est à l'intérieur du cercle bleu que vous voyez là. Une autre image, en gros, c'est comme si vous avez un poisson qui essaie de remonter une rivière, mais le flot de la rivière est trop rapide. En gros, lui, il va pas assez vite en gros pour remonter la rivière, donc il est obligé d'avancer. Et donc ça, c'est les trous noirs. Il y a d'autres types de trous noirs. Ça, c'est la fin de vie des étoiles. Ça donne des trous noirs qui sont de quelques fois la masse du Soleil, 10 fois, 50 fois la masse du Soleil principalement. Mais dans notre univers, on a aussi des trous noirs qu'on dit supermassifs qui font des millions de fois ou des milliards de fois la masse du Soleil. Donc, donc sur l'image précédente, vous aviez l'image en haut à droite de Sagittarius A étoile, qui est un trou noir supermassif qui fait quelques millions de fois la masse du Soleil, qui est au centre de notre galaxie. Mais c'est seulement la deuxième image d'un trou noir qu'on a eue. La première image d'un trou noir supermassif, c'est celui qui est au centre de la galaxie M87, que vous avez là en bas à gauche. Et ça a été la première image directe d'un trou noir qui a été observée par l'Event Horizon Telescope. Donc ça date de 2018 seulement. Donc ça, c'est les principales sources, et notamment, on les observe quand ils sont dans des systèmes binaires. Donc les deux objets sont en rotation l'un autour de l'autre. Comme c'est un mouvement accéléré, ils vont émettre des ondes gravitationnelles, donc ils vont petit à petit se rapprocher, perdre de l'énergie, donc se rapprocher, tourner de plus en plus vite, fusionner, etc. Mais la première observation d'ondes gravitationnelles, il a d'abord fallu revenir un peu en arrière et repartir des étoiles à neutrons et regarder des étoiles à neutrons particulières qui sont les pulsars. Les pulsars sont des étoiles à neutrons autour desquelles il y a un fort champ magnétique. Elles sont en rotation sur elles-mêmes et elles émettent un rayonnement dans le domaine du radio, très fort dans une direction. Et donc, comme elles sont en rotation l'une autour de l'autre, si on est dans le bon axe, sur Terre, on va détecter ce rayonnement radio à des fréquences ultra régulières, qui dépendent de la fréquence de rotation en gros, de l'étoile. Et donc, on va voir cette pulsation arriver de manière très régulière, toutes les secondes, par exemple. Là, ça peut être aussi des millisecondes. Donc, cette observation, elle a été faite pour la première fois par Jocelyn Bell. Vous avez une photo juste ici. Lorsqu'elle était étudiante en thèse en Angleterre, à Cambridge, je crois. Son directeur de thèse, c'était Anthony Hewish. Et donc, elle avait placé tous ses détecteurs radio là, dans un champ, et elle a regardé ce signal, et elle a vu apparaître ce signal qui n'était pas connu, que c'était la première fois, et elle a trouvé ça bizarre d'avoir cette pulsation très répétitive. Donc, elle a montré à son directeur de thèse, qui a dit non, mais ça, c'est un peu bizarre, j'y crois pas trop, et tout ça. Donc, ils en ont parlé aux autres astrophysiciens, leurs collègues, etc., qui au début doutaient un peu, et du coup, ils l'ont appelé Little Green Man. Donc petit homme vert, parce qu'ils pensaient que c'était trop régulier pour que ça vienne d'un objet astrophysique. Donc ça avait forcément, ça pouvait pas être ça. Bon, petit à petit, ils ont discuté, ils ont décidé que c'était effectivement un objet astrophysique, et donc ils ont appelé cet objet le pulsar, parce que c'était des pulsations. Et donc c'était vraiment une très grande découverte, c'était la première fois qu'on a fait cette découverte, donc ça méritait vraiment le Nobel d'avoir découvert ces objets. Et donc, le comité Nobel, en 1974, a décidé de décerner le prix Nobel pour la découverte des pulsars à Anthony Hewish, et seulement à Anthony Hewish, qui était le directeur de thèse de Jocelyn Bell, mais qui n'était pas la personne qui avait fait la découverte et le travail. Voilà, donc ça c'était l'anecdote. C'était, j'espère, une autre époque. Donc depuis, le travail de Jocelyn Bell a quand même été assez bien reconnu. Et donc, suite à cette première détection, les pulsars peuvent aussi être dans des systèmes binaires. Donc, des systèmes binaires où il y a, par exemple, un pulsar avec une étoile à neutrons plus classique, comme ce que vous auriez à droite. Ça peut être aussi un pulsar avec une naine blanche, qui est ici.
Et donc, ce système, en système binaire, l'observation de cette pulsation, ça nous permet aussi de déterminer la période de rotation du système binaire, donc la période orbitale, donc à quelle vitesse les deux objets tournent l'un autour de l'autre. Comme ils sont très massifs, ils émettent des ondes gravitationnelles, donc ils vont perdre de l'énergie, se rapprocher, tourner plus vite, et donc la période va décroître. Ça, c'est la prédiction de la relativité générale, due à l'effet de l'émission d'ondes gravitationnelles. Et donc, en 1974, Hulse et Taylor, donc l'un était l'étudiant en thèse de l'autre, ils ont fait une découverte d'un système binaire qui s'appelle maintenant le pulsar de Hulse et Taylor, pour lequel la période orbitale décroissait un petit peu. Donc ça, c'est ce que vous avez à gauche. Donc à gauche, vous avez l'observation sur 30 ans. Mais eux, ils ont observé vraiment les premiers points autour de 1975, du coup. Et donc, il y a pas mal de discussions aussi là pour savoir si cette décroissance qu'ils observaient, c'était vraiment dû à... Quelle était vraiment la prédiction de la relativité générale, et c'était dû à l'émission d'ondes gravitationnelles. Mais petit à petit, grâce aux travaux notamment de physiciens théoriciens français, comme Thibaut Damour et Nathalie Deruel, par exemple, ils ont pu montrer que c'était effectivement une prédiction due à l'émission d'ondes gravitationnelles et que c'était la première fois qu'on détectait en fait l'effet des ondes gravitationnelles. Donc c'était ce qu'on appelle la première détection indirecte. Et donc là, vous voyez que depuis sur 30 ans, en suivant le pulsar, ça suit parfaitement la prédiction de la relativité générale, qui est la courbe. Et donc les points et la courbe superposent parfaitement. Donc ça, c'est vraiment un très beau succès. Et donc cette fois-ci, il y a aussi eu le prix Nobel en 1993, qui cette fois-ci est allé aux deux, à l'étudiant en thèse et au directeur de thèse. Donc voilà. Donc maintenant, après ça, les gens ont essayé de détecter de manière directe sur Terre les ondes gravitationnelles. Alors ça, c'est un peu plus dur. Pourquoi ? Parce que faut revenir à quel est l'effet de l'onde gravitationnelle. Donc une onde gravitationnelle, quand il va nous traverser ou qui traverse, donc c'est une onde, donc ça oscille, ça ondule. Et ce que ça fait, c'est que c'est une onde gravitationnelle, on a dit, donc ça joue sur les distances et sur le temps en fait. Et notamment sur les distances, ça va étirer ou rallonger. Donc sur une personne, ça va soit l'agrandir, soit l'élargir. Et donc c'est pareil, donc là vous voyez c'est un effet sur un anneau de particules, parce qu'on aime bien montrer l'effet sur un anneau de particules, parce qu'on voit bien. Et on voit bien notamment les polarisations. Donc comme le rayonnement électromagnétique, une onde gravitationnelle c'est polarisé. Donc ça peut déformer de deux manières différentes, qu'on appelle plus et croix. Donc la polarisation plus est en haut, et en gros ça va étirer et élargir mon cercle dans la forme d'un plus au moment où l'onde passe. Et le croix, ça l'étire en diagonale, en gros, donc ce qui est en bas ici. Le problème, c'est que l'effet de l'onde, vous voyez en bas là, c'est vraiment très petit. Donc c'est du 10 moins 10, là c'est plutôt du 10 moins 21. Donc c'est 21 zéros après la virgule. Voilà, donc c'est un effet extrêmement petit qu'on va devoir détecter. Par contre, ça dépend de la masse de l'objet. Donc plus l'objet est massif, plus l'effet sera grand. Donc on va essayer de voir des objets massifs, ça dépend de la vitesse. Donc c'est pour ça qu'il faut un objet relativiste et un peu de la distance où est l'objet aussi. Donc il nous faut un objet très, très massif, donc on avait déjà dit très compact et très rapide. Donc ça c'est pour la source, et nous sur Terre du coup on a construit des détecteurs, et donc pour essayer de détecter ça, donc on a construit ce qu'on appelle un interféromètre. Donc en gros on construit deux qu'on appelle des bras, donc deux bras perpendiculaires comme ça, qui font quelques kilomètres. Donc comme ils font entre 3 et 4 km actuellement, ça fait qu'on va essayer de mesurer une variation de longueur de 10-18, donc 18 zéros après la virgule, donc c'est 1/1000 de fois la taille du noyau d'un atome. Donc ça reste très petit, mais bon, on va essayer. Donc pour ça, on utilise un système qui est l'interférométrie, c'est le même que l'interférométrie optique, qui est une particularité des ondes électromagnétiques, en fait, de la lumière. Donc pour mesurer la distance, en fait, on utilise une onde, un rayon laser en gros qui se propage donc à la vitesse de la lumière. Ça nous permet de déterminer la longueur de notre bras. Donc on envoie deux rayons lumineux dans les deux directions, ils vont revenir.
Et ils vont se recombiner, et quand ils se recombinent, en fond, ils font une image sur un écran. Donc c'est ce qu'on appelle plus ou moins l'interférométrie, parce qu'il y a des interférences entre les deux. Et on peut s'arranger pour mettre notre interféromètre de manière à ce que les deux signaux ils s'annulent quand ils se recomposent. Donc s'il n'y a rien qui se passe, on verra aucun signal. Par contre, si une onde passe, elle va modifier un peu la distance, et elle va notamment allonger un bras et raccourcir l'autre en général. Et donc, il va y avoir un signal qui va apparaître sur notre écran. Donc, c'est ce qui est à gauche. Et donc, c'est ce signal-là qu'on va essayer de détecter. En pratique, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de perturbations possibles. Juste les perturbations humaines autour de notre interféromètre, ça va faire des petites vibrations, donc ça va modifier les choses. Il y a des perturbations optiques, il y a la vibration de la Terre, il y a plein de choses. Mais ça, on arrive à peu près à le modéliser. On construit aussi, donc ça c'était mon principe, en pratique c'est beaucoup plus compliqué, il y a beaucoup d'optiques compliquées dans les détecteurs. Donc il y a un schéma simplifié à gauche, il est simplifié vraiment. Et en gros l'idée c'est que par la gauche on envoie un laser, on augmente un peu la puissance, puis on l'envoie dans les deux bras, en haut et à droite. On utilise ce qu'on appelle des cavités de Fabry-Perot, donc c'est des cavités avec des miroirs qui permettent de... Donc nos bras ils font 4 km, mais si on met ces cavités, le rayon laser il va rebondir en fait, donc ça va faire simuler des bras un peu plus longs, donc c'est pratique, donc on aura un signal un peu plus fort. Puis après ils se recombinent et ils vont vers le détecteur qui est en bas. Voilà, donc actuellement on a construit plusieurs détecteurs, ils ont été dès les années 90, ils ont été petit à petit améliorés en rajoutant notamment de la performance sur l'optique pour avoir une meilleure puissance jusqu'à ce qu'on arrive à détecter. Donc actuellement on a un réseau de détecteurs parce que pour être sûr d'avoir une détection, il faut détecter le signal en général dans au moins 2 détecteurs différents. Donc actuellement il y en a 2 aux États-Unis qui s'appellent les détecteurs LIGO. Donc il y en a un dans l'état de Washington à Hanford et un dans l'état en Louisiane à Livingston, qui est celui que vous voyez ici. Il y en a un en Italie qui est un détecteur à l'origine franco-italien, maintenant franco-italien-néerlandais, qui est vers Pise, qui s'appelle Virgo, qui est juste ici. Et depuis pas très longtemps, il y a un détecteur japonais qui s'appelle Kagra, qui est sous terre, qui est particulier, qui est sous terre, et qui vient juste d'entrer en service. Dans le futur, on aura aussi LIGO India, que vous voyez ici, qui sera comme les détecteurs LIGO, mais construit en Inde. Donc voilà, c'est le réseau qui fonctionne actuellement et qui permet, depuis 2015, de détecter des ondes gravitationnelles. Le problème, comme j'ai dit, c'est que c'est très difficile. En vrai, ce qu'on voit, ce qu'on observe, c'est le signal rouge, donc c'est du bruit, et ce qu'on veut trouver dans ce signal, dans ce bruit rouge là qu'on voit, ces fluctuations qui ressemblent à rien, c'est le signal comme celui noir qui est caché dedans. Donc pour pouvoir les détecter, ce qu'on fait, c'est qu'en gros, on construit des modèles, donc on considère nos sources, qui sont par exemple 2 trous noirs, 2 étoiles à neutrons, et on va essayer de modéliser cette onde gravitationnelle pour savoir exactement à quoi elle va ressembler. Et après, on va faire une banque de données de toutes les formes d'ondes possibles, tous les modèles possibles selon les sources qu'on a, les masses des objets, les sources, etc., leur vitesse de rotation. Et on va comparer au signal qu'on reçoit, au truc rouge. On va faire des méthodes statistiques compliquées. Et on va déterminer quel est le signal qui colle le mieux. Et une fois qu'on aura... Et donc, si on trouve le signal qui colle le mieux, ça nous dit, 1, qu'on a une détection, 2, quelle est la masse, quelle est la source qu'on a détectée, en fait. Les masses des trous noirs, par exemple, leur vitesse de rotation, etc. Donc il y a différentes méthodes. Donc en fait, selon l'étape dans la coalescence où on est, au départ, les 2 objets ils sont assez loin, donc ils ne vont pas très vite. L'onde, c'est comme une onde monochromatique assez simple. Pour faire des méthodes simples, analytiques, on va dire. Et après, plus il y a d'énergie émise, donc les 2 objets ils vont se rapprocher, ils vont tourner de plus en plus vite, la force gravitationnelle sera de plus en plus forte, jusqu'à la fusion, qui est le sommet en gros, là, au milieu. Et après, il y a une dernière phase, qui est une phase de relaxation, qui est le trou noir final, qui est le résultat, en gros, de cette fusion, qui va osciller un peu, comme quand on fait sonner une cloche, par exemple, il y a des petites oscillations, et aller jusqu'à une phase de relaxation, en gros, où il va se calmer. Et donc, une grande partie du travail, pour pouvoir détecter, ça consiste justement à construire ces modèles de forme d'onde extrêmement précis.
Et sans ce travail théorique, en fait, on n'aurait jamais été capable de détecter les ondes gravitationnelles. Donc la première détection, c'est une coïncidence d'avoir construit des détecteurs ultra précis, mais également d'avoir fait des avancées théoriques importantes sur la compréhension des ondes gravitationnelles, notamment. Et donc, heureusement, ça a pris quelques dizaines d'années, mais on a réussi. Et en 2015, dès que la nouvelle version du détecteur a été mise en ligne, on a détecté un signal d'onde gravitationnelle qui était extrêmement fort. On voyait, donc je n'ai pas mis, mais c'est des trous noirs qui ont fusionné, qui étaient autour de 30 fois la masse du Soleil, plus ou moins, et qui ont du coup créé un trou noir qui faisait autour de 60 fois la masse du Soleil. Donc c'est des objets très massifs. On a vu vraiment la fin de la coalescence, donc vraiment quelques cycles juste avant la fusion et la fusion. Donc c'est le signal que vous voyez à gauche. Il était assez fort. Et donc ça, c'était vraiment remarquable. Et donc assez rapidement, cette fois-ci, il a fallu donner un prix Nobel. C'était pas facile de savoir à qui donner le prix Nobel. Ça a été des travaux à la fois théoriques et expérimentaux vraiment de milliers de personnes, quasiment. Et donc ils ont donné le comité Nobel a décidé de donner le prix Nobel à ces 3 personnes ici présentes, donc Rainer Weiss, Barry Barish et Kip Thorne. Donc Rainer Weiss, il vient de mourir il y a quelques mois. Les 2 autres sont encore vivants, et notamment Kip Thorne, il est aussi connu parce qu'il a collaboré au film Interstellar, pour faire les trous noirs dans le film Interstellar. Voilà. Et donc cette première détection, c'était assez remarquable pour plusieurs raisons. D'abord, c'était la première détection directe d'une onde gravitationnelle sur Terre. C'était également la première détection d'un système binaire de trous noirs. On avait pu observer des trous noirs de certaines manières, notamment en observant les étoiles autour d'eux ou avec les rayons X dus à la matière qui se trouve autour des trous noirs. Mais on n'avait jamais vu 2 trous noirs en rotation l'un autour de l'autre, donc c'est la première fois qu'on a fait ça. C'est la première fois qu'on découvrait des trous noirs massifs, donc de plus de 30 fois la masse du Soleil. Vraiment, c'est très difficile à détecter. Je crois que maintenant, Gaia a réussi à en détecter aussi, mais avec les ondes gravitationnelles, c'est plus facile et on en a vraiment des centaines maintenant. Et c'était aussi la première observation directe de la formation d'un trou noir, puisqu'on a vu la formation d'un trou noir de 60 fois la masse du Soleil, due à la fusion de 2 autres trous noirs. Donc c'était vraiment remarquable. Donc le signal, je vous l'ai remis là, vraiment ce qu'on voyait. Il était très fort, donc on le voyait quasiment à l'œil nu, en fait, cette fois-ci. Donc voilà, on a été assez chanceux. En pratique, selon les différents objets qu'on a, les caractéristiques par exemple des trous noirs, selon leur masse, on va observer des formes d'ondes qui sont plus ou moins longues. Elles durent en général pour des trous noirs quelques secondes. Donc là, vous avez c'est les 5 premières détections de la fusion de 2 trous noirs qu'on a observées. Donc par exemple, plus la forme d'onde est longue, plus en général, ça veut dire que les trous noirs ils sont moins massifs qui ont formé cette forme. Et donc ça dure quelques secondes. Par contre, on a aussi, lors des 2 premières sessions d'observation, la deuxième même, on a observé pour la première fois la fusion de 2 étoiles à neutrons. Donc ça, c'est le dernier signal jaune en bas qui vient d'apparaître. Et vous voyez que cette fois-ci, comme c'est des étoiles à neutrons, elles sont moins massives, on voit le signal pendant beaucoup plus longtemps et on a pu le voir pendant 1 minute, quasiment. Donc c'était vraiment très long. Et on voit vraiment, du coup, très longtemps avant la fusion. Donc c'est extrêmement intéressant. En pratique, il y a aussi une grande variété selon les sources. Donc jusqu'à présent, on observe quasiment que la même type de sources, qui sont des trous noirs ou des étoiles à neutrons en système binaire de quelques fois la masse du Soleil, jusqu'à 100 fois la masse du Soleil. Donc les formes d'ondes sont assez similaires et elles ressemblent globalement à celles que vous voyez en haut. Mais dans le futur, on observera d'autres sources. On observera des binaires galactiques, qui est la forme qui est au milieu, qui est monochromatique, donc très ennuyeuse. On observera aussi des systèmes qu'on appelle à rapport de masse extrême, donc un trou noir stellaire, par exemple, ou une étoile à neutrons, qui orbite autour d'un trou noir supermassif. Donc ça, c'est le deuxième en partant du haut. Et après, il y a des sources comme un fond diffus d'ondes gravitationnelles, donc par exemple, peut être d'origine astrophysique, où c'est toutes les fusions, par exemple, de systèmes binaires qu'on n'arrive pas à détecter individuellement, mais qui se combinent entre eux pour faire un fond diffus. Ça peut être aussi une origine cosmologique. Voilà. Et il y a des scénarios plus exotiques de cosmologie, comme les cordes cosmiques, mais
j'y connais pas grand-chose, donc je ne vais pas en parler. Peut-être que Jean-Philippe Puzan en parlera en janvier. Donc, maintenant, je reviens sur cette découverte particulière qui est la fusion d'étoiles à neutrons, de 2 étoiles à neutrons, qui a eu lieu en 2017. Donc, c'était ce signal d'1 seconde. Et il avait une particularité, c'est que comme c'est des étoiles à neutrons, les étoiles à neutrons, c'est de la matière. Et notamment quand elles fusionnent, il va y avoir de la matière qui va être émise et on peut observer du coup les effets de cette matière, ce qui n'est pas le cas pour les trous noirs puisqu'on ne voit rien de trous noirs. Et donc là, on a été de nouveau très chanceux avec cette première observation puisque en même temps, on a observé un sursaut gamma. Alors les sursauts gamma, c'est des rayons gamma qu'on observe. Un rayonnement gamma, on ne connaît pas très bien leur origine, on ne connaissait pas très bien leur origine, mais on en a observé plusieurs. Et on les a classés en 2 catégories, les sursauts gamma courts et les sursauts gamma longs, selon qui durent plus ou moins de 2 secondes globalement. Donc à gauche, vous avez les courts, à droite les longs. Là, on a observé un sursaut gamma court exactement en même temps que l'onde gravitationnelle. Pourquoi on a été chanceux sur ça? Parce que c'est très difficile, parce que généralement, quand on observe une onde gravitationnelle, il y a les détecteurs, ils font une première analyse très rapide en disant, plus ou moins, en essayant de voir d'où elle vient dans le ciel, d'où elle a été émise, mais vraiment, c'est très difficile en fait de savoir exactement la position précise de la source. Donc généralement, ils disent un espace dans le ciel qui est vraiment trop grand. Donc les télescopes, il y a un système d'alerte vers les télescopes sur Terre qui leur dit « Ah, pointez dans cette direction, vous verrez peut-être quelque chose ». En général, ils disent « Pointez dans cette direction, c'est très vaste, donc les télescopes, ils ne voient rien ». Mais là, en gros, ils ont réussi à pointer dans une direction très précise, à déterminer de manière très précise, parce que c'était une époque où il y avait les 3 détecteurs, les 2 LIGO aux États-Unis et Virgo qui venaient d'entrer en fonction. Et il y a eu une caractéristique qui était que sur ce signal, Virgo, il n'a rien vu. Mais le problème, c'est que Virgo, normalement, il avait la sensibilité pour voir. Et donc, ce que ça a dit, c'était dans un des rares endroits où Virgo ne pouvait pas voir. Et donc, on a su très précisément où avait été mise la source. Et donc, ça a permis de pointer dans la bonne direction. Et effectivement, il y a le télescope, notamment Fermi, qui a pu détecter ce sursaut gamma en même temps. Et donc, ça nous a dit plusieurs choses. Comme il est arrivé quasiment en même temps, donc à peu près 2 secondes, vous voyez, après la fusion vraiment des objets, ça nous a dit déjà que les ondes gravitationnelles se propagent bien à la vitesse de la lumière, comme on avait prédit. Donc ça, c'était une des premières découvertes. Ça nous a aussi donné une origine des sursauts gamma courts, qui est qu'ils sont émis par en gros, ce qu'on appelle une kilonova, qui est émise par la fusion de 2 étoiles à neutrons. Voilà, ça nous a appris d'autres choses aussi, parce qu'après, on a réussi à détecter, à suivre en fait. Donc au début, on a regardé dans le rayonnement gamma, qui est le plus énergétique en fait. Mais après, on a fait tous les télescopes, vraiment quasiment tous les télescopes sur Terre, je crois, ont pointé dans cette direction. Et ils ont vu dans toute la gamme de fréquences du spectre électromagnétique. Donc vraiment, et vous avez tous les spectres ici. Donc vous avez rayons gamma, X-ray, ultraviolet, dans le domaine visible aussi. Donc là, c'est ce que vous voyez juste en bas ici. Et après, dans l'infrarouge, dans les radios. Et donc on a vu ce signal, en fait, on a pu le suivre pendant très longtemps, jusqu'à des semaines après la première détection. Donc c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et je peux déjà vous dire qu'on n'a pas réussi à revoir cette coïncidence jusqu'à présent. Même si on a observé 2 étoiles à neutrons qui fusionnaient, mais on n'a jamais vu encore en même temps avec le sursaut gamma. Parmi les autres contraintes qu'on a apprises en regardant ce signal, c'est notamment que c'était dans ces phénomènes, cette fusion d'étoiles à neutrons, où étaient formés les éléments lourds dans l'univers, donc les éléments lourds comme l'or par exemple. Il faut quelque chose de très énergétique pour les former, donc c'était par exemple cette fusion d'étoiles à neutrons. Et on a pu commencer à contraindre l'état de la matière, à mieux comprendre l'état de la matière à l'intérieur des étoiles à neutrons, parce que ça a une influence sur le signal d'onde gravitationnelle, cet état de la matière. Donc il y a plusieurs modèles et on a pu, mais comme vraiment on ne sait pas trop ce que c'est, il y a plusieurs modèles et on a pu en éliminer quelques-uns, pas beaucoup encore, mais on espère faire mieux. Donc ça, c'était les 2 premiers événements, c'est pas les 2 premiers, donc il y a eu le premier, puis la première fusion d'étoiles à neutrons
Sur les 2 premières sessions d'observation, on a observé en tout 6 ou une dizaine, on va dire, de ça. Après, il y a eu la 3e session d'observation. Ah oui, où on a observé quasiment 90, on va dire. Au total, on avait 90 observations. La dernière session, elle a fini en 2020. Ensuite, on a aussi observé quelque chose qui est caractéristique, qui est un système binaire trou noir étoile à neutrons. Ça peut exister. Dans ce cas-là, l'étoile à neutrons sera un peu détruite avant la fusion. C'est ce qu'on voyait ici. Ici, j'ai une détection qui a été lors de la 4e session d'observation, qui est particulière parce que c'était une étoile à neutrons avec un objet. Donc une étoile à neutrons qui est à gauche, là, vous voyez, qui fait 1,4 fois la masse du Soleil. Donc là, on est sûr, c'est une étoile à neutrons avec un objet qu'on ne comprend pas trop parce qu'il fait 3,6 fois la masse du Soleil. Donc on a déterminé ça, on a vu cette fusion, mais par contre 3,6 fois la masse du Soleil, c'est un peu trop lourd pour être une étoile à neutrons, trop léger pour être un trou noir, parce qu'on pense qu'un trou noir, ça fait un peu plus de 5 fois la masse du Soleil. Donc on ne sait pas trop ce que c'est cet objet, c'est entre l'étoile à neutrons et le trou noir, c'est probablement un petit trou noir, mais il y a d'autres explications. Donc c'est pour montrer l'exemple que effectivement il y a des choses qu'on ne comprend pas encore, et donc dans le futur, avec plus d'observations, on espère comprendre mieux. Donc là, c'est la 4e session d'observation qui vient juste de finir. Donc à droite, là, je vous ai mis le système qui est public d'alerte. Donc c'est quand les détecteurs pensent avoir détecté un signal d'onde gravitationnelle, ils émettent une alerte qui est lancée notamment à tous les télescopes, mais que tout le monde peut voir. Donc là, c'est ce que j'ai pris sur Internet. Et vous voyez que ça s'arrête au 17 novembre, donc ça s'est arrêté il y a un mois à peu près, un peu moins. Et sur cette 4e session d'observation, il y avait plusieurs détections par semaine qu'on voyait, ou plusieurs alertes au moins. Il y a eu une première annonce sur une première partie de l'analyse des données, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup, donc ça prend du temps, qui a permis de faire 128 détections officielles. Donc déjà, on a plus que doublé les détections qu'on avait jusqu'à présent. La plupart, c'est des fusions de 2 trous noirs. Il y a quelques étoiles à neutrons aussi dedans, dont l'objet dont je viens de vous parler. Voilà. Et donc il y a à peu près, donc vous voyez en haut, il y a donc 128 détections officielles qui ont été, donc signaux qui ont été analysés, mais il en reste à peu près le même nombre à analyser encore, puisqu'il y a au moins 254 en tout candidats. Donc c'est vraiment beaucoup de détections. Et encore, c'est que j'en parlerai plus tard, mais on va encore augmenter la sensibilité des détecteurs, donc on en détectera encore plus dans les années à venir. Donc là, c'est le résumé de tout ce qu'on a détecté jusqu'à présent. Donc à gauche, vous avez la première session avec les 3 premières détections. Donc là, ça montre que les fusions de trous noirs, mais en plus, il y a quelques étoiles à neutrons et quelques systèmes étoiles à neutrons, trous noirs qui ont été détectés. Donc à gauche, la première session. Après, vous avez la 2e session qui en a détecté du coup une dizaine. La 3e session qui en a détecté, qui a duré un peu plus longtemps, qui a vraiment commencé à détecter beaucoup d'objets. Et donc là, et on détecte aussi de plus en plus loin, puisque l'échelle verticale, c'est l'échelle de distance, donc on détecte des objets de plus en plus loin. Et la couleur, c'est la force du signal. Donc plus il est fort, mieux on le détecte. Donc, en gros, plus ça va vers le jaune, mieux on le détecte. Et tout à droite, vous avez la 4e session qui vient juste de terminer, qui a duré 90 semaines, donc 1 an et demi. Donc vous avez les détections qui ont été annoncées, qui sont officielles, qui sont celles qui sont colorées, et les cercles vides sont celles qui restent à analyser, mais qui sont des candidats dont on est quasi sûr. Donc ils ont analysé de manière chronologique. Donc vous voyez notamment qu'on détecte vraiment de plus en plus loin. Donc ça me permet d'aller de plus en plus loin en temps aussi. Et il y a quelques découvertes assez particulières, notamment le signal qui est un signal plus récent, qui est jaune en bas à droite, mais qu'ils ont analysé quand même parce qu'il était vraiment particulier, et donc je vais revenir dessus. Et donc le fait d'avoir toutes ces détections, ça permet des nouvelles découvertes, et notamment celui-là, qui est récent. Donc j'ai oublié de vous parler de la nomenclature des ondes gravitationnelles. Elle s'appelle GW pour Gravitational Wave.
Et après, c'est la date, mais c'est la date à l'américaine. Donc pour nous, il faut le lire de droite à gauche. Donc c'est dans ce cas-là, c'est symétrique, mais si je reviens à celle d'avant, du coup. Par exemple, celle-là, elle vient du 29 mai 2023. Et donc celle-là, elle a été détectée le 23 novembre 2023. Et elle a la particularité que c'est vraiment la source de système binaire de trous noirs le plus massif. Donc les 2 trous noirs faisaient plus de 100 fois la masse du Soleil. C'était plus de 100 fois la masse du Soleil, c'est quelque chose où on ne pensait pas que des trous noirs comme ça pouvaient se former. Et donc ça a formé un trou noir de 225 fois la masse du Soleil, qui est énorme. Et donc pour pouvoir former ces trous noirs, juste avec l'explosion d'une étoile, même si elle est très massive, c'est pas possible. Du coup, on pense que ces trous noirs, ils ont été tous les 2 formés par une fusion, ce qu'on appelle une fusion hiérarchique, donc qui sont issus d'une fusion précédente de 2 trous noirs, qui a permis d'obtenir ces trous noirs très massifs et qui sont ensuite remis dans un système binaire, tous les 2 pour fusionner. Donc c'est vraiment très rare qu'on arrive à voir ces effets-là. Mais grâce à toutes ces découvertes, on peut faire notamment des études de population de sources, donc analyser les populations de systèmes binaires de trous noirs, donc c'est ce que vous voyez à gauche ici. Et notamment, jusqu'à présent, on pensait que, dû à des systèmes physiques qui s'appellent l'instabilité de paire des supernovas, que les supernovas, quand elles explosaient et se recombinaient, il y avait un trou, elles ne pouvaient pas former de trous noirs entre 50 et 130 fois la masse du Soleil. Le problème, c'est que, si vous regardez avec nos ondes gravitationnelles, on a détecté vraiment beaucoup de trous noirs dans cette gamme-là aussi. En fait, en haut, vous avez un plot qui montre en gros les détections. À gauche, vous avez sur l'axe vertical les trous noirs, le trou noir le plus massif et à l'axe horizontal le moins massif dans le système binaire. Et vous voyez que le trou noir le plus massif, en gros, il va de 5 fois la masse du Soleil à 130 ou 120 fois la masse du Soleil. Donc vraiment, et il y en a, on en détecte même 140 fois la masse du Soleil. Donc vraiment, il ne semble pas y avoir de trous dans cette gamme. Les trous noirs semblent à peu près bien répartis. Donc en vrai, il y en a un peu plus, par exemple, autour de 60 fois la masse du Soleil, mais globalement, ils sont à peu près répartis partout. Donc si vous voyez à vertical, la courbe bleue verticale, il y en a partout. Par contre, si on regarde, donc là, vraiment, il n'y a pas ce mass gap. Par contre, si on regarde l'axe horizontal, effectivement, on voit que le trou noir secondaire, donc le moins massif, là, par contre, il est très rarement, voire quasiment jamais, dans cette gamme entre 60 et 100 fois la masse du Soleil. Ce que ça veut dire, c'est que probablement notre absence de trou noir, elle est valable seulement pour le trou noir secondaire le moins massif. Et ça revient à ce que j'expliquais avant, c'est que probablement le trou noir primaire, il est issu d'une fusion hiérarchique, donc il vient d'une fusion de 2 trous noirs précédents. Mais c'est assez rare que 2 fusions se remettent ensemble pour redonner un système binaire. Et donc probablement le deuxième trou noir, lui, il vient de l'explosion d'une étoile, en supernova, une étoile très massive, mais pas suffisamment. Et donc voilà, c'est pour ça. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté qu'on a pu observer grâce notamment aux centaines d'observations qu'on a eues avec cette 4e session d'observation. Donc ça, c'est vraiment très intéressant d'un point de vue astrophysique. Mais il y a des choses d'un point de vue plus de physique fondamentale qu'on peut apprendre, notamment sur les trous noirs, les caractéristiques des trous noirs. Donc les trous noirs, j'en ai parlé, mais je n'ai pas dit encore que c'était des objets très particuliers, notamment d'un point de vue mathématique aussi, c'est qu'ils sont caractérisés par 2 quantités principalement. Leur masse et ce qu'on appelle le spin. Donc le spin, c'est leur moment de rotation intrinsèque. Et ça suffit à caractériser les trous noirs. Donc c'est quelque chose de très propre. C'est ces 2 quantités, on peut tout savoir sur les trous noirs, notamment comment ils vont osciller. Et donc c'est ce qu'on appelle le théorème Noether théorème, c'est l'absence de chevelure, ou théorème de la Calvisi, selon le choix, des trous noirs, donc le fait qu'ils ont en gros 2 cheveux, leur masse et leur spin. Voilà. Et donc on peut tester cela avec les ondes gravitationnelles, et notamment avec la dernière phase qui est la phase de relaxation. Donc la phase de relaxation, c'était quand il oscille, le trou noir qui a été formé par la fusion, il oscille un peu avant de se retomber au repos en gros. Et cette oscillation, c'est comme quand vous faites sonner une cloche, en gros il y a des oscillations et il y a plusieurs modes d'oscillation. Il y a le mode principal qui est celui qu'on entend principalement, puis il y a des modes secondaires, des petites vibrations derrière.
Voilà. Donc jusqu'à présent, comme on avait des signaux qui n'étaient pas ultra forts et qu'on ne voit pas beaucoup après la fusion, on observait justement ce mode fondamental qui est caractérisé par juste la masse et le spin en gros du trou noir, son moment de rotation. Donc une des prédictions, il y a une prédiction sur comment les modes secondaires vont osciller, et également ça dépend que de la masse et du spin. Et donc ça fait un test, parce qu'on a deux quantités, plusieurs observations, que ça dépend vraiment que de ces deux objets. Et avec une observation récente qui date du coup qui est 14 janvier 2025, qui est celui, si je reviens à mon plot, qui est celui-là un peu isolé à droite, qui est ultra fort, donc on l'a vraiment très bien détecté, le signal était très fort, et donc tellement fort que les gens ont dit ok, même si c'est pas encore là où on est en train d'analyser, on va quand même l'analyser parce qu'il a l'air intéressant. Et donc, grâce à ce signal, on a fait un test et on a réussi pour la première fois à observer le mode principal, mais aussi un mode secondaire. Et ça a confirmé que, en tout cas pour ce trou noir, il dépend vraiment seulement de sa masse et de son moment de rotation. Donc ça, c'est la première fois qu'on teste la nature fondamentale du trou noir, et notamment avec les ondes gravitationnelles. Donc ça, c'est assez remarquable. Dans le futur, on va construire des nouveaux détecteurs. Donc d'abord, il y aura les détecteurs LIGO, Virgo, Kagra et peut-être LIGO India, qui vont être d'abord mis à niveau pour augmenter leur sensibilité et qui vont, dans les années 2028-2030, faire leur 5e session d'observation qui durera 2 ans, qui sera vraiment impressionnante. Mais après, on va construire des nouveaux détecteurs, encore plus grands, comme toujours. Donc sur Terre, il y aura les successeurs de LIGO et de Virgo. Donc en Europe, il y a un projet qui s'appelle Einstein Telescope, qui est à gauche ici. Il y a un projet similaire, plus ou moins, qui s'appelle Cosmic Explorer aux États-Unis. Mais Einstein Telescope, ça sera un détecteur. Cette fois-ci, les bras, là, ils ne feront pas 3 ou 4 km, mais ils feront plutôt 10-15 km, ça dépend de la configuration. On n'a pas encore décidé. Soit ça sera comme actuellement 2 détecteurs avec des bras perpendiculaires, vraiment les mêmes qu'actuellement, éventuellement sous terre pour enlever la vibration de la Terre, par exemple. Une autre projet, ça peut être aussi de les mettre en configuration, un seul détecteur, mais en configuration triangulaire, donc ça a des particularités différentes, ils sont en train de décider. Ils vont le construire donc en Europe. Il y a 3 sites qui sont candidats, donc s'il y a 2 détecteurs, il y aura 2 sites. S'il y a juste la forme triangulaire, il n'y aura qu'un seul site, donc c'est un peu la bagarre actuellement. Donc un des sites, c'est en Sardaigne. Le deuxième, c'est à une région entre les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne. Donc c'est un triangle entre ces 3 pays. Ce sera un peu comme un CERN des ondes gravitationnelles. Et la troisième région, c'est l'Est de l'Allemagne. Donc on détermine les caractéristiques, en fait, notamment sismiques du site, pour voir celui qui a le moins de bruit, qui serait le mieux placé pour avoir un détecteur. Voilà. Et aussi, chaque gouvernement essaie de mettre ses pions dedans. Donc ça, ce sera les successeurs des détecteurs, donc ils détecteront à peu près la même chose que ce qu'on voit actuellement. Mais il y a aussi un projet notamment de l'Agence spatiale européenne qui s'appelle LISA, qui est un interféromètre spatial. Donc l'idée, c'est de faire la même chose, mais dans l'espace. Et donc, on va construire un interféromètre donc en forme triangulaire avec 3 vaisseaux spatiaux, 3 satellites qui suivront en gros le mouvement de la Terre un peu derrière. Leurs mouvements sont calés pour qu'ils restent en permanence en configuration triangulaire. Et on va envoyer, comme pour les détecteurs terrestres, un rayon laser entre les détecteurs et on va essayer de mesurer les variations de distance en gros, entre ces 3 bras de ce triangle équilatéral. Donc cette fois-ci, nos bras, ils feront des 2,5 millions de kilomètres. Donc c'est énorme. Donc on va envoyer un rayon laser à notre satellite qui est à 2 millions de kilomètres plus loin. Donc c'est assez difficile. Une des caractéristiques, c'est que notamment le deuxième satellite, il y a la dispersion de la lumière et du coup, il ne va pas recevoir assez de lumière pour renvoyer le même signal laser. Donc il va prendre les caractéristiques et il va renvoyer un nouveau signal laser vers le télescope à l'origine. Il faut aussi mesurer de manière ultra précise la position de nos télescopes, être sûr qu'ils sont bien sur la bonne orbite, etc., pour qu'on reste dans cette configuration triangulaire et qu'on vise bien au bon endroit, etc.
Mais ça marche bien. Il y a eu un test, notamment pour vérifier qu'on mesure la position, qui s'appelle LISA Pathfinder, qui a été avec un seul satellite, mais qui a eu beaucoup de succès, qui a mesuré vraiment à la précision déjà qu'on voulait pour l'ISA, donc c'est vraiment particulier. Donc ça a été approuvé de manière officielle par l'ESA, l'Agence spatiale européenne, il y a 1 an. Et donc maintenant, on est vraiment dans la phase de construction et normalement, il devrait être prêt pour 2035 officiellement. Voilà, c'est la date qui est prévue. Et donc là, ça sera vraiment très intéressant parce qu'on aura accès à des nouvelles sources. Donc si vous voyez là, avec tous les types de détecteurs qu'on peut avoir, actuellement on a juste les détecteurs terrestres qui sont à gauche et on détecte les 3 sources qui sont en bas, donc les trous noirs, étoiles à neutrons qui fusionnent. Mais avec LISA, qui est le détecteur du milieu, on va détecter des nouvelles sources qui sont ces systèmes à rapport de masse extrême, donc un petit objet qui orbite autour d'un trou noir supermassif. C'est très intéressant parce que cette orbite, elle va durer pendant des mois en fait, et donc on va pouvoir voir ce signal pendant des mois. Ça donne beaucoup de challenge de modélisation pour réussir à modéliser ce système parce que c'est très compliqué. Il y a différentes échelles. Il y a un trou noir supermassif, un tout petit objet, on doit suivre les deux, etc. Mais ça, ce sera vraiment remarquable si on arrive à faire cette détection-là. On observera aussi la fusion de trous noirs supermassifs, donc les trous noirs qu'on trouve au centre de galaxies, qui fusionnent notamment quand 2 galaxies fusionnent entre elles. Et donc ça, on devrait pouvoir l'observer à la fois le moment de la fusion avec les détecteurs spatiaux, et aussi avec ce qu'on appelle les pulsars timing array. Donc les pulsars timing array, c'est des détecteurs qui sont actuellement en fonctionnement encore, qui ont déjà été mis au point et qui jouent sur les pulsars en fait, et qui créent un réseau de pulsars avec les pulsars qu'on connaît et qu'on suit depuis des années. Et ils utilisent la distance entre la Terre et les pulsars comme les bras de l'interféromètre. Et ils varient les distances comme ça en regardant la variation du signal des pulsars. Donc comme on a un réseau, on peut jouer dessus. Et donc pardon, je reviens là, ça détecte des sources, alors soit des trous, si on arrive à un signal suffisamment fort à détecter la fusion de trous noirs supermassifs, mais ça aussi permet de détecter ce qu'on appelle le fond diffus, donc toutes les sources pas résolues d'ondes gravitationnelles, donc notamment les sources d'origine astrophysique, mais aussi les sources, ça peut être d'origine plus cosmologique. Et alors ça, donc c'est un réseau de pulsars, donc c'est des télescopes qui observent dans le domaine du radio, et notamment le radiotélescope qui est associé à l'Observatoire de Paris, qui est à Nancy, dont vous avez une image là. Donc Nancy, c'est entre Orléans et Tours, à peu près. Voilà, donc ça utilise le fait qu'en gros, les pulsars, leur signal, il est ultra régulier, comme on a vu, quelques secondes par exemple. Et donc, c'est comme une horloge, en fait. On a des modèles qui nous permettent de modéliser l'arrivée de la pulsation du pulsar, en gros, de manière très précise. Donc, c'est ce qui est montré là, et le modèle, et par rapport à ce qu'on observe, et paf, ça marche très bien. Par contre, s'il y a une onde gravitationnelle qui passe, il va y avoir un petit décalage, en fait, dans le signal qu'on va arriver. Et donc, c'est la preuve, en gros, que, si on a bien modélisé avant, qu'il y a une onde gravitationnelle qui est passée. Donc ça, c'est pour un pulsar. Maintenant, si on combine les données des différents pulsars qu'on suit, on a un réseau et ça suit une courbe qui s'appelle la courbe de Ehlings-Down, qui ressemble à ce qu'on a là, en gros. Et donc, c'est ça qu'on va essayer de détecter avec notre réseau de pulsars. Donc actuellement, il y a 3 ou 4 réseaux de pulsars. Il y a le réseau européen qui s'appelle EPTA. Il y a un réseau australien et il y a un réseau américain. Il y a d'autres réseaux qui se sont greffés, notamment un réseau indien qui analyse ces données avec le réseau européen. Donc ça augmente le nombre de pulsars qu'on suit, donc c'est mieux. Et donc ces 3 réseaux, généralement, ils font leur analyse indépendamment, mais après ils combinent leurs données et ils publient leurs résultats en même temps. Donc ça fait un réseau international de pulsars. Et récemment, il y a 2 ans, en 2023, ils ont annoncé une possible détection d'un fond stochastique d'ondes gravitationnelles. Donc la significance le signal n'est pas assez fort, ils ne sont pas encore complètement sûrs, mais il y a en gros ce qu'ils ont dit, c'est qu'il y a de bonnes chances pour que ce soit une première détection. Donc ils attendent, pour les pulsars, il faut attendre vraiment longtemps pour être sûr d'avoir des détections. Analyser pendant des années, suivre les pulsars pendant des années. Donc ça, c'est à peu près l'image ce qu'ils ont détecté. Donc ça, c'est ce qu'a publié le réseau européen. Donc leurs données, c'est les courbes oranges là, et vous voyez que ça suit plus ou moins, mais
il y a encore pas mal de barres d'erreur en fait, donc c'est pour ça qu'on n'est pas complètement sûr que ce soit ça, mais ça serait la première détection du fond stochastique d'ondes gravitationnelles. Avec cette détection-là, on ne peut pas dire si c'est d'origine astrophysique ou cosmologique. Voilà. Donc maintenant, j'en viens à la conclusion. Dans le futur, on a vu qu'on aura des nouveaux détecteurs d'ondes gravitationnelles qui seront encore plus puissants, qui vont nous permettre d'en apprendre beaucoup plus. On a vu que c'était le cas déjà, par exemple, en testant la physique fondamentale des trous noirs. Ça peut aussi nous ouvrir une nouvelle fenêtre sur l'univers parce que à la fois Einstein Telescope et LISA, ils vont voir des sources qui sont de plus en plus fortes, mais du coup ça permet de voir des sources qui sont en fait de plus en plus loin. Donc ça ouvre une fenêtre sur l'univers, c'est aussi de plus en plus loin dans le temps, donc dans le passé. Et ça permet notamment, par exemple, de faire en analysant ces signaux, de mesurer la constante de Hubble, qui est le taux d'expansion d'expansion de l'univers, l'accélération de l'expansion de l'univers et son taux d'expansion. Actuellement, il y a un peu des tensions entre les données qui viennent de l'univers proche, donc qui viennent notamment des supernovas, et celles qui viennent de l'univers lointain, donc de la cosmologie lointaine. Pardon. Les ondes gravitationnelles, ça pourrait justement permettre en fait, de résoudre cette tension entre ces deux données. Pour l'instant, donc c'est ce qui est en haut, mais bon, pour l'instant, on n'a pas une mesure assez précise, mais dans le futur, avec les prochaines données, on devrait affiner cette mesure. On a vu que c'était complémentaire aux observations électromagnétiques. On n'a pas encore réussi à détecter un autre signal électromagnétique qui coïncide avec un signal d'onde gravitationnelle, mais on espère en avoir un bientôt, ou au moins dans la 5e session d'observation. On peut aussi tester la théorie de la gravité, parce que si on modifie un peu la relativité générale, pour certaines raisons, soit on cherche à hautes énergies une théorie quantique de la gravité, ou alors pour expliquer des tensions en cosmologie, expliquer l'énergie noire, la matière noire, on peut modifier la relativité générale. Il y a plein de théories proposées. Si on modifie la théorie, on modifie aussi la forme des ondes gravitationnelles. Elles vont être un peu différentes. La fusion aura lieu plus tôt, moins tôt, etc. Et donc, avec ça, on peut faire des tests. Jusqu'à présent, les tests qu'on fait ne sont pas très concluants. C'est des tests minimaux qui sont tous, bien sûr, en accord avec la relativité générale. Voilà. Mais ce dont on est sûr, c'est que probablement, avec toutes les observations qu'on va faire, on va avoir des surprises. Et donc, on attend avec impatience ces futures observations. Et donc je m'arrête là. Et je m'arrête juste avec une petite pièce de musique qui a été faite par une physicienne qui travaille sur LISA, qui s'appelle Anastasia Korol, et qui elle a pris donc avec LISA, on va observer des binaires galactiques, donc des systèmes binaires de naines blanches ou d'étoiles à neutrons qui sont dans la galaxie. Il y en a certaines, on est sûr qu'on va les détecter, mais il y en a vraiment beaucoup. Et donc, un signal d'onde gravitationnelle, ça fait un truc, c'est une augmentation de fréquence, ce qu'on appelle un gazouillement, chirp, ça fait comme ça, vraiment. Et donc, ils ont pris en gros plus ou moins une marche aléatoire dans la galaxie en passant d'une binaire galactique à l'autre, et ils ont pris des morceaux de signaux d'onde gravitationnelle et ils l'ont fait ensemble. Je vous le mets juste pour que vous voyez que ça marche. Si ça marche. Voilà. Attends. J'arrête d'abord. Voilà, donc c'est de la musique contemporaine, on va dire. Et donc, donc la physicienne, c'est Anastasia Korol et le musicien, c'est Andrea Valle. Et voilà, je m'arrête là.